Bienvenue dans ce nouveau module, le module numéro 3 de cette formation Bien jouer en sécurité. Et ici, on va s'intéresser principalement aux attitudes au contact. Voilà, le rugby, c'est un sport de contact et d'évitement, c'est un sport de combat collectif, d'affrontement. Donc aujourd'hui, dans le Bien jouer en sécurité, il va être très important de bien maîtriser, définir ce que sont les attitudes au contact. Et c'est ce qu'on va voir à travers 3 chapitres. D'accord. Et donc sur ce premier chapitre, je vais déjà vous présenter les principes de base. Bienvenue à tous, donc c'est Mickaël Richer en direct avec vous. On va commencer déjà avec cette vidéo assez incroyable d'un lutteur japonais, comme vous pouvez voir, 1m68, 98 kg quand même sur la balance. 1m68, 98 kg. Et donc il affronte des sumotori qui doivent faire 1,90, 1,95. Regardez les attitudes de contact. Pourquoi souvent on va parler au rugby effectivement de gabarit, de morphologie. Voilà, mais sans attitude, sans état d'esprit, sans technique. Bien sûr la dimension physique aussi, on va le voir tout au long de ce chapitre-là. Regardez ça, regarde ça. Tac. On arrive à renverser la pression. Le jeu, c'est de faire sortir l'adversaire. Certes, de le mettre par terre sur les épaules. Donc voilà, donc une vidéo qui est vraiment très intéressante. Voilà, on va passer à la suite. En tout cas, je trouve ça très intéressant en introduction. Attitude au contact. Alors allez là, encore une fois, les animaux, enfin encore une fois, tout à l'heure c'était pas les animaux, mais là voilà, des animaux qui combattent, donc on peut dire qu'ils ont des attitudes au contact aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par attitude au contact? Posture, action du joueur lorsqu'il est en contact avec son adversaire, ou proche de l'adversaire. Il est essentiel du coup d'avoir une attitude agressive et déterminée. Ça va être vraiment notre point de départ, notre porte d'entrée, pour maximiser ses chances de réussite. Cela implique de maintenir la position, d'accord, d'adopter une position favorable pour protéger, mais nous on a un ballon en plus, et de préparer les appuis pour résister à l'impact de l'adversaire. Donc une bonne attitude au contact est une compétence clé qui peut avoir un impact significatif sur la performance de l'équipe et bien entendu sur la sécurité du joueur. Et d'ailleurs, on va voir sans arrêt cet équilibre-là comme dans ce module bien joué en sécurité, en fait, entre performance et sécurité. Gagner l'espace, sécurité et efficacité. Voilà, pour permettre aux joueurs d'avancer seuls ou en équipe, et bien sûr développer des techniques pour prévenir les blessures et éviter ce genre de soucis. Même entre collègues, ça peut arriver. Alors, d'après vous, estimation des contacts par match. Combien de contacts pour un joueur pro par match? Alors, combien de contacts pour un joueur pro avant un match? Oui, effectivement, vous aviez la réponse juste avant. J'ai dû sortir de mon enregistrement pour revenir dessus. Alors, est-ce que vous avez quand même réussi à voir combien il y avait? Ok, je vous laisse bien sûr répondre. Et après, vous sachez que vous avez le document qui sera partagé en ligne et vous pourrez répondre directement sur le document. Combien de contacts pour un joueur pro arrière par match? Idem, les mêmes stats, combien? Donc là, on a pour un joueur pro avant et pour un joueur pro arrière. Ok, les avant, les arrières. Ensuite, combien de contacts pour le porteur de balle pro par match? Le porteur de balle. Et enfin, combien de plaquages réalise un joueur M16 en moyenne sur un match? Je vous laisse un petit peu réfléchir, sachant qu'encore une fois, vous avez le document en ligne sur lequel vous pourrez interagir et vous verrez, ce sera plutôt intéressant de pouvoir voir quelle est la réponse. Alors, estimation des contacts par match, je vous donne les réponses. 30 à 40 contacts par match pour les 3 quarts, 50 à 60 pour les avants. En tout, il y a 10 à 15 mêlées, 5 à 8 molles, 20 plaquages et ou soutien défensif par joueur, 3 à 8 contacts le porteur de balle et 12 à 18 tâches de soutien offensif. J'ai sorti quelques statistiques datant de la dernière Coupe du Monde à ce propos, autour des contacts. Vous voyez, donc là, on est en attaque. Une équipe à gauche, une équipe à droite. Et on voit au total, il y a 361 contacts pour une équipe et 350 pour l'autre équipe. Sachant que sur un autre match que j'avais pris, c'est monté à plus de 400. D'accord? Là, regardez, par exemple, il y a 149 percussions. Ici, pour une équipe, 85 pour l'autre. 92 plaquages réussis et 14 manqués. Et ici, il y a 120 rucks. Au total, il y a 56. Ok, si on fait le total, bien sûr, sur les deux équipes, on est à plus de 700.
Voilà. Donc, vous voyez, les attitudes au contact, quand même, sont assez importantes parce qu'on voit que, quand même, il y a 149 percussions pour une équipe et plus d'une centaine de plaquages. Ce qui représente au total 361. Si on divise par 15, pour avoir le nombre d'attitudes au contact aux joueurs, on aurait un nombre qui serait, qui tombe sur une vingtaine, quoi. Alors maintenant, de manière individuelle, on a vu collective juste avant, de manière individuelle, donc vous pouvez vous rendre compte, si jamais vous connaissez les joueurs, Brody Retallick, Scott Barrett, Jordi Barrett, Hardy Savea, vous avez certainement reconnu les hommes en noir. Donc sur les participations au ruck, comme ici vous pouvez le voir, on peut compter le nombre d'arrivées propres, Brody Retallick 36, Scott Barrett 36. Ok, après ils arrivent à compter les nombres de ruck où ce sont les trois premiers qui arrivent. Ok, arrivé sur les rucks adverses, donc son propre ruck et les rucks adverses. Voilà, donc forcément sur son propre ruck, il y en a plus que sur les rucks adverses. Hop là, pardon. Tac. Ensuite, on voit le nombre de plaquages réussis individuels. On voit là 11, 10, 9, avec les plaquages manqués ici. Les plaquages tentés, ça aussi, ça va être important. On voit 12, 11. Les plaquages assistants aussi, quand je suis assistant plaqueur. Les plaquages offensifs, les franchissements, le nombre de courses. Voilà, les mètres parcourus. Bon, ça encore, on voit pas trop les attitudes au contact, on les voit plus sur les offloads, sur les défenseurs battus. Voilà. En tout cas, l'attitude au contact est assez présent, comme on peut le voir de manière individuelle, et bien sûr, ça va dépendre de la qualité du joueur et de son poste. Au niveau des M16, M16 niveau régional, des statistiques qui ont été faites l'an dernier, comme vous pouvez le voir, au total 70 plaquages sur tout le match, 53% réussis, 140 duels joués, 60% réussis, 89 rucks, c'est au total, d'accord. C'est au total des deux équipes cette fois-ci. Voilà, 3 molles. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Estimation des contacts par match pour un joueur M16. Sans compter le 9 et le 10, un joueur joue 6 ballons par match. Donc, vous voyez que là, du suite par rapport aux joueurs pro top niveau, on tombe à 6. Ce qui est vraiment là, par contre, très peu. Et en défense, c'est 5 plaquages en moyenne par joueur. Alors, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a défini les attitudes de contact, qu'on a sorti quelques statistiques pour bien voir de quoi en parler et se rendre compte aussi que qu'il y a pas mal de choses. On va voir plusieurs éléments ici. Ok, donc encore une fois, c'est une carte mentale là qu'on prend en pleine figure. Ok, pour voir tous les éléments. Et l'idée, ça sera de voir vous, si jamais vous avez retenu les informations, a priori, juste avec cette carte-là, vous seriez capable de pouvoir retrouver tous les éléments dont je vais évoquer dans ce chapitre. Donc on va parler de règles. Ici, on va parler de technique, on va parler de physique, on va parler d'état d'esprit avec le mental et l'intelligence émotionnelle. Donc en gros, on va parler des règles quand on est debout, quand on est au sol et quand on est en l'air. Et on va parler ensuite des ressources du joueur, technique, physique et affectif relationnel, mais que je renomme ici l'état d'esprit, le mindset. Allez, c'est parti, on démarre. Donc d'entrée, on va commencer par les règles. Alors, les règles. Bien sûr, quand on parle d'attitude au contact, on est obligé de légiférer, comme on légifère le jeu de toute façon sur n'importe quelle phase de jeu. Et tout en plus sur les attitudes au contact, puisque c'est des phases quand même où il y a la sécurité du joueur. Geste autorisé, geste interdit, jeu debout, jeu au sol, jeu en l'air. Vous avez ici World Rugby pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez cliquer dessus et aussi la FFR. Sur le jeu debout, donc autorisé, vous voyez, vous avez un petit peu tout ce listing là, pousser collectivement dans un mall, déblayer, raffut, voilà, on a toutes ces choses-là. Sur les gestes interdits, on a ces éléments-là aussi, son buste vers l'avant, le coude vers l'avant, plaqué au-dessus de la ligne des épaules, voilà. Ça, c'est les choses, de toute façon, que je vais vous répéter et répéter vraiment tout au long de ce module-là. Ensuite, sur le jeu au sol, libérer immédiatement le ballon une fois plaqué, se relever rapidement, voilà, et sur les choses interdites, garder le ballon au sol, plonger sur le ruck, la prise croco, voilà, qu'on verra un peu plus tard plus en détail, plonger dans les jambes dans un ruck, voilà, toutes ces choses-là, ça va être strictement interdit. Et enfin, sur le jeu en l'air, sauter pour attraper le ballon, ça on a le droit, on peut contrer une touche en sautant par exemple, et en revanche, il est interdit de plaquer un joueur en l'air ou de déséquilibrer un joueur en l'air. Voilà, donc là j'ai fait un peu une liste des choses qui reviennent le plus souvent. Ok, là, ce qui est intéressant à noter, c'est effectivement des gestes autorisés et interdits, ça vous le savez. Mais ce qui va être intéressant à noter, c'est qu'on va parler de jeu debout, de jeu au sol et de jeu en l'air. Voilà, c'est ce qui va définir en fait, quand on va parler d'attitude au contact de phase dynamique, c'est-à-dire les phases où on est au contact de l'adversaire, on va parler de ces trois moments-là. Debout, au sol ou en l'air. Ok.
Alors, donc on a vu les règles, maintenant on va parler technique. Technique, avec notamment la posture du combattant, puisqu'on parle de combat. Donc ça, ce sont les éléments, là, les éléments que je vais vous donner, être bas, genoux et hanches fléchies avec le dos droit, c'est vraiment les principes de base. C'est-à-dire là, quand on apprend le rugby, il est vraiment essentiel et nécessaire pour sa sécurité et bien sûr aussi sa performance, maîtriser ces gestes-là. Et ça, ce sont des mots que vous devez peut-être répéter sans arrêt et que les joueurs puissent s'imprégner et vous répéter. Ensuite, décaler ses appuis afin de gagner en stabilité. Donc là, on pourrait parler d'être bas, comme les catcheurs, les lutteurs, décaler ses appuis, hop, comme les escrimeurs, transmettre la force d'appui vers le haut du corps, tout comme les judokas, et enfin, comme les boxeurs, passer du relâchement à l'intensité maximale en une fraction de seconde. Donc là, vraiment, vous avez les comportements nécessaires pour la posture du combattant, pour le plaquage, le déblayage, tous les gestes qu'on a vus un petit peu précédemment. Spécifiquement pour le joueur de devant. On commence à parler de joueurs de devant dès les moins de 12, puisqu'il y a des mêlées et des touches. Et surtout en moins de 14. C'est vrai qu'en moins de 12, après, ça peut être intéressant que chacun puisse passer devant, derrière, et puis avoir comme ça des joueurs qui sont un peu polyvalents. Donc on va le voir. Donc il y a une posture ici. Il y a une mêlée avec un arbitre. Ok. Donc l'introduction du ballon, elle se fait toujours face à une mêlée stable. Et ça doit être effectué sans délai par demi de mêlée. À partir du moment où la mêlée est placée et ordonnée par l'arbitre, le demi de mêlée doit introduire. La poussée est autorisée dès que le ballon quitte les mains de demi de mêlée. Et ensuite, bien sûr, comme vous le savez, suivant la catégorie, l'âge, il y aura 1m50, poussée illimitée, gain du ballon et toutes ces choses-là. En numéro 1, flexion. On fait la flexion. Ok, flexion, ça veut dire quoi? Dos plat, jambes fléchies, pas en avant, des appuis équilibrés, la tête imbriquée, sans contact adverse. Ok? Donc tout ça, flexion, temps de pause. Ok? Ensuite, lié. Donc à partir de ce moment-là, on va venir se lier aux adversaires au niveau du dos ou sur le côté pour maintenir la position horizontale. Temps de pause. Et enfin, placement. Ok? Donc ça, on parle vraiment de posture du joueur de devant sur des débutants quand on démarre en M14. Placement sans impact, en position de poussée, en pression sur les adversaires. Ok? Et là, on peut repositionner ses appuis. Donc la posture, on revient là-dessus encore une fois, le dos plat, le dos horizontal ou à faible angle vers le haut, les genoux fléchis sous ou en arrière du bassin, mais jamais devant. Ok? Sinon, on va prendre, on va partir en arrière. La tête relevée. Et enfin, les petits pas et la poussée pour pouvoir reprendre la reprise d'appui. Attention, attention, très très interdit. Dos rond, on arrête de suite, on fait un feedback aux joueurs. Dos rond, épaules plus basses que le bassin. Là, c'est bon pour les cervicales et la tête plantée dans le sol. Et les jambes tendues. Ok? Warning, warning absolument ici. Voilà, donc avec ce petit fiche récapitulatif, vous avez les éléments pour apporter à vos joueurs débutants, même vos joueurs les plus confiants. Alors, ici, on va aborder maintenant l'aspect mental. Ok, hop là. Attends. Je veux juste faire un récapitulatif. Alors, on est sur... Allez, on revient en arrière. Voilà, je voulais juste revenir sur la carte du début. Donc, on a vu les règles, avec le jeu debout, le jeu au sol, le jeu en l'air, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, on l'a vu, ça les règles. On a vu la technique, avec la posture du combattant de manière générale, et le plus spécifique sur le joueur de devant, notamment avec la mêlée. Maintenant, il nous reste à voir donc l'état d'esprit, avec la partie mentale et intelligence émotionnelle, et la partie physique. Allez, go, c'est parti. On fonce, état d'esprit. Alors, les compétences clés là-dessus. Donc, nous allons avoir donc le mental d'un côté et l'intelligence émotionnelle de l'autre. Enfin, d'un côté. Les deux sont en synergie. Ok. Le rugby, comme disait Jean-Pierre, c'est 80% dans la tête. Le reste, c'est dans les jambes. Ok. Donc, 80%, c'est dans la tête. Ok. Donc, intelligence émotionnelle, ça veut dire quoi? Canaliser ses émotions pour rester performant. Au niveau du mental, engagement individuel et capacité à surmonter la fatigue et les erreurs. Donc, si je décris un petit peu là, c'est canaliser ses émotions, maîtrise, capacité à lire, à interpréter aussi les émotions des adversaires, s'adapter à ses propres émotions et celles qui sont générées autour du jeu, gérer bien sûr sa frustration et sa colère, et bien entendu adopter la positive attitude. Voilà.
Au niveau du mental, on parle d'engagement individuel, comme je viens de le citer. Ça veut dire quoi? Confiance en soi, détermination et persévérance, même si c'est dur. Concentration et focalisation sur l'instant. Capacité à gérer le stress et la pression. Et la résilience pour rebondir même après un échec. Voilà, donc là on a des compétences. Au même titre que vous avez la compétence au niveau technique de la passe, du jeu au pied, du plaquage. Mais là, dans la tête, au niveau de nos émotions, au niveau de notre réflexion, de qui on a aussi des compétences. Et ça va être important de le développer pour chacun de ces joueurs. Voilà, quand Antoine Dupont est en train d'arrêter, à 30 centimètres de la ligne Mackensen, alors que personne n'y croyait, c'est parce que je pense que là, il y a une détermination, une confiance en ses capacités assez élevée. Alors, si on continue à parler de ces compétences clés, comment on pourrait faire pour les mettre en place? Quelques petits conseils. Les intégrer dans les moments de feedback collectif après chaque exercice. Donc c'est là de manière collective pour que chacun puisse écouter l'autre et comprendre comment l'autre ressent les choses. Ok, ça permet d'avoir de l'empathie. Débriefer les comportements sur le terrain. Valoriser ceux qui encouragent. Ok, ça peut être aussi intéressant de pouvoir le noter. D'accord, là vous avez vu certainement, voilà, ce bonhomme-là, ok, qui arrive à, voilà, vous voyez la différence de gabarit. Donc effectivement, la technique, elle est vraiment très bonne, même s'il subit le plaquage. Mais là, ce qui est intéressant, c'est je pense qu'il a une grosse confiance en lui, grosse confiance en ses capacités, voilà, et qu'il a pu réaliser ce plaquage-là. Donc voilà pour l'intelligence émotionnelle, quelques astuces, donc effectivement sur des choses collectives, ok, ne pas hésiter à faire parler les joueurs et le dire devant tout le monde. Et ensuite sur l'aspect mental, mais travailler la résilience en proposant des exercices où l'échec est volontaire, voilà, pourquoi pas des duels déséquilibrés. Simuler des scénarios de haute pression pour habituer les joueurs à rester calmes. Voilà, ça peut être des idées, mais en tout cas, pensez bien que ça existe et que ça s'entraîne sur la mise en situation. Un joueur de basket, ma foi, pas forcément très connu, n'est-ce pas? Je peux accepter un échec. Tout le monde peut échouer, mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Et c'est vraiment ça, l'aspect mental et peut-être, on va dire, de manière très basique, ce qui peut être important à retenir. La peur. Alors souvent, on va évoquer aussi la peur. La peur, effectivement, d'aller au contact. La peur parce qu'il est plus grand que moi. La peur d'échouer. La peur de pas mal de choses. La peur, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? C'est tout simplement une preuve erronée d'une réalité. Ok? Tout simplement, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on croit, mais qui n'est pas du tout la réalité. C'est nous-mêmes qui nous créons nos propres peurs. Voilà, donc forcément, à dire comme ça, c'est assez facile. Et pour autant, je pense qu'il est intéressant de reconnaître et de faire exprimer un joueur qui peut avoir peur. Ok, mais c'est l'amener, nous, à ce qu'il puisse se rendre compte de lui-même, que c'est lui-même qui crée finalement sa propre réalité et cette peur. Donc quand la peur te domine, la réussite te sublime. Voilà. Donc ce qui va être intéressant, c'est que le joueur puisse, par la résilience et certains échecs, derrière avoir de la réussite pour pouvoir effectivement se sublimer et surmonter sa peur. Comme le joueur là-bas qui a plaqué le grand. Un petit focus encore une fois sur cet aspect de peur parce que je pense que c'est assez important. On allait évoquer ça notamment chez les débutants, mais je pense que peu importe même, on peut avoir un niveau assez expérimenté. Quand on change de catégorie, on passe de cadet à junior, de minime à cadet, de junior à senior, ou même on passe de niveau régional à fédéral. Ça peut arriver qu'on ait de nouveau des moments de peur. Ok, des moments où parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer, on est un peu dans l'inconnu. Ok. Donc l'idée, moi je vous propose, j'ai un peu étudié ces choses-là, après c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, pour se libérer un peu de ce schéma-là. L'important c'est déjà de le reconnaître, c'est pas du tout de le mettre de côté et de faire comme si de rien n'était et que la peur n'était pas normale, qu'on était des hommes. Non, non, pas du tout. D'abord la première étape c'est reconnaître la peur. Donc si jamais un joueur est un peu là-dedans, faites-lui exprimer cette peur-là. Ensuite on va la partager. Pas hésiter à la partager avec les autres pour enfin pouvoir dans la troisième étape se libérer émotionnellement. Ok, donc là je vais un petit peu plus loin dans les petits conseils. Ok, prendre conscience, s'asseoir avec sa peur, la reconnaître et tout ça, voilà, pour y lire de manière un peu plus approfondie. Ok. Sur la deuxième étape, effectivement, en parler à quelqu'un. Donc encore une fois, l'idée c'est de créer vraiment une relation de confiance avec vos joueurs et qu'ils se sentent bien au niveau de son équipe.
pour enfin la libérer tout simplement à travers les ateliers de respiration, ok. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le joueur aussi le plus souvent possible en situation. Donc on a vu tout ce qui était état d'esprit avec le mental et l'intelligence émotionnelle. Et maintenant, sur la dernière partie, on va voir l'aspect physique. Alors les compétences clés de l'aspect physique. Nous avons la souplesse et la coordination. Nous avons la puissance. Et enfin, nous avons l'endurance. Ce sont les trois critères que j'ai choisi de sélectionner. Alors, il n'y a pas que ces critères physiques-là, mais c'est ceux-là qui me paraissaient peut-être les plus pertinents à mettre en avant sur les attitudes au contact. Sur l'endurance, la capacité à maintenir un effort intense sur une longue durée pour rester efficace du début jusqu'à la fin. Ok, ça va être très important. Ça aussi, l'endurance. Souvent, il peut y avoir des blessures parce qu'on commence à fatiguer. Souplesse et coordination, c'est mouvement avec une grande amplitude tout en restant en contrôle. Ok, mobilité. On parle beaucoup de mobilité, c'est pour ça que je vous propose vraiment de faire de la mobilité en activation. Ça permet de prévenir les blessures et capacité de s'adapter au mouvement, notamment sur les esquives et la capacité à libérer ses bras ou à faire des grands appuis. Et enfin, la puissance, c'est le couple force-vitesse dans un court laps de temps, comme percuter un adversaire, gagner un rug, pousser une mêlée, soulever en touche, voilà, ça va être tous ces éléments-là. Production de force explosive, spécifique à l'impact, avec le renforcement des chaînes musculaires. Donc là, en fait, vous avez encore une fois les compétences, comme j'ai pu l'évoquer sur l'aspect mental. Là, vous avez des compétences, là aussi, à développer. Et on va voir quelques petits conseils, quelques suggestions que je peux vous faire sur comment l'intégrer sur vos séances d'entraînement. Juste avant ce petit schéma, alors là, c'est un match de rugby à 7. Ok. Pourcentage de course à haute intensité, comme vous pouvez le voir ici. Nombre d'actions de combat, donc 28-37. Et nombre d'accélération, 33. Et finalement, le sprint représente qu'une faible pourcentage. Ok. Mais on peut voir que sur les actions à haute intensité, le nombre d'actions de combat, il est tout de même de 37. 37 pourcentage. Et la course, 28 et l'accélération 33. Donc on voit bien là tout notre travail de puissance, ok, qui est le couple force-vitesse, qui va être vraiment très très important et déterminant. Un joueur professionnel court en moyenne 7 km par match. Donc ça c'est pour l'aspect un petit peu endurance. Alors là, je vous ai mis un peu les statistiques de John Lemoux, qui était un peu un personnage hors du commun, notamment pour son époque. Là encore, aujourd'hui, c'est quand même rare de voir ça. Un joueur de 1m96, pesant 120 kg et qui courait le 100 mètres en moins de 11 secondes. Voilà, moins de 11 secondes. C'est les joueurs, voilà, Penaud, Bielbarré, je pense qu'il est encore un peu au-dessus. Mais même encore aujourd'hui, ces statistiques-là sont assez impressionnantes. Et surtout quand on fait 120 kg. 120 kg qui arrive en moins de 11 secondes au 100 mètres. Donc, je peux vous laisser imaginer la puissance et du coup l'impact qu'a eu ce joueur-là très très rapidement. Et malheureusement, qui est décédé d'une crise cardiaque à 40 ans. Alors, comment travailler ça? Quelques petites astuces pour terminer. Donc, pourquoi pas la souplesse, comme j'indiquais tout à l'heure, sur des échauffements. Ok, c'est là où on peut intégrer différentes choses. Sur les ateliers rugby un petit peu spécifiques, on va travailler la technique de contournement, la technique d'esquive pour échapper au plaquage. Au niveau de... Ah. Pour la puissance, là aussi, les ateliers rugby, simuler des duels à haute intensité, le joueur doit gagner leur duel sur 5 secondes, par exemple. Ok, travailler en petits groupes sur les circuits explosifs. De toute façon, tous ces exercices de physique, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant sur les ateliers. Les ateliers en fin d'activation. Ok, c'est pour ça, encore une fois, que je vous ai fait tout le module sur l'activation avec la mobilité, les défis techniques. Voilà, et là, par rapport à l'endurance, un travail de fractionné spécifique. Donc là, on peut enchaîner peut-être des petits matchs 3 contre 3, espace réduit, avec pas mal de courses, ou le jeu qu'on peut faire au tout début, vous savez, 4-4, 5-5 sur les touchés, qui peut être vraiment intéressant pour travailler l'endurance et toutes ces choses-là. Voilà. En tout cas, ça vous donne des idées, vraiment de manière très succincte, sur comment développer l'endurance, la puissance et la souplesse. Et après, à vous de le planifier pour vous créer les cycles, ok, où vous allez travailler chacun de ces éléments. Alors, pas forcément sur la même séance, je vous conseille pas. Mais par contre, vous dire peut-être que le mardi on fait endurance et le vendredi on fait puissance,
Ou alors vous dire, mais pendant 3 semaines on fait endurance, pendant 3 semaines on fait la puissance. Voilà. Après la souplesse coordination, pour moi, c'est tout le temps en fait. C'est pas antinomique avec les deux autres. Endurance et puissance, ouais, on travaille pas ça sur la même séance. Ça, par contre, on peut le mettre en introduction à chaque fois. Voilà, donc du coup, bah, tout est dans la maîtrise de soi. Hein. Être puissant, souple et endurant, c'est bien. Mais si on ne sait pas utiliser ses qualités au bon moment, il y aura peu de résultats pour son équipe. Ok. Lors d'un match All Black, Richie Mako était connu pour son endurance phénoménale, mais sa force résidait aussi dans sa capacité à choisir ses moments, économisant son énergie pour les actions décisives en fin de match. Voilà. Bien entendu que le physique, ça va être très important. Voilà, la technique aussi. Mais bien entendu, il ne faut pas oublier tout ce qui va être intelligence de jeu, au-delà du mental et tout ça. Ça va être tout ce qui va être tactique. Et d'ailleurs, c'est le petit bonus qu'on va avoir en fin de partie. Euh, qui permet effectivement de passer pas mal de choses. Donc là, idem, je vous ai mis une petite vidéo que vous pourrez lire avec tous les moments les plus ingénieux des joueurs. Et vous allez voir que ça permet vraiment de délivrer des coups décisifs. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte chez les joueurs. Et de leur faire passer ce message-là. Donc pour terminer, un petit bonus, c'est qu'effectivement, je l'ai un petit peu introduit là juste avant, il va y avoir une synergie des ressources, en fait, pour gagner ces duels. Parce qu'effectivement, je vous ai parlé de physique, de technique, voilà, de posture et tout ça. Mais en fait, c'est l'ensemble de ces éléments qui va permettre de résoudre la situation de jeu. Ok, c'est ce qu'on voit là, d'ailleurs, juste ici. Ok, c'est-à-dire qu'on va avoir la tactique qui va apparaître. La tactique, c'est tout ce qui est intelligence de jeu. Et j'en ai pas encore parlé jusqu'à présent. La tactique avec 3 éléments percevoir, décider, agir. Ok, c'est-à-dire que, comme on l'a évoqué juste avant avec Richie Mako était très bon parce qu'en fait, percevoir, c'est-à-dire je vois presque l'action avant qu'elle se produise, ce qui me permet de gagner du temps pour mieux décider, de prendre la meilleure décision possible et de choisir le bon geste au bon moment. Parce que tout ça, j'aurais quelque part presque anticipé tout ça. Ok. Donc quand on parle de synergie, c'est qu'en fait, les 3 éléments ici, physique, état d'esprit et technique, vont être au service tous de la tactique. C'est-à-dire que vous aurez beau percevoir, décider et agir, mais si vous le faites à 2 à l'heure, si au bout d'un échec vous arrêtez, et si vous n'avez pas la bonne technique, vous faites la passe au pied, vous avez vu qu'il fallait faire une passe au pied, mais vous avez un pied comme une chips, et bien du coup, il y a tout ça qui se met en l'air. Donc tous ces éléments-là, si on veut arriver à pouvoir les réaliser, déjà il faut être bon pour pouvoir les détecter, mais il va falloir que tous ces éléments-là soient alignés aussi. Ok? Donc ça, c'est vraiment très important, ça va être vraiment nos principes de base. On fait tout avancer en même temps. Ok. Et bien sûr qu'après, quand on va perfectionner le joueur ou l'optimiser, effectivement, il va avoir tout ça. Et en plus, il va développer super pouvoir sur chacun des éléments. Parce que bien entendu, quand on parle de joueurs, il y en a quand même qui sont plus physiques, d'autres plus tactiques, voilà. Mais il y a une base quand même. Il y a une base. Très important aussi à évoquer, c'est sur ce schéma-là, qui me paraît vraiment essentiel de mettre aussi un petit accent, c'est ce qu'on va appeler la vision périphérique. C'est-à-dire, je vous ai parlé de percevoir, décider, agir, du sens tactique, ok. Et des fois, ça va juste se jouer à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vision centrale, ici, ok. Elle nous permet de voir ce qui se passe directement en face de nous, avec des détails clairs. Et en fait, souvent, l'enfant, il est un petit peu là-dessus, en fait. Ou les chevaux avec les œillères. Et en fait, le but du jeu tout au long de ce processus, ça va être de développer cette vision périphérique. Ok. Alors au football, ceux qui sont très connus pour ça, c'est les Espagnols dans les années 2010, avec l'Espagne et Barcelone, Iniesta, Xavi, Messi, qui avaient une vision périphérique assez exceptionnelle et qui leur permettrait de délivrer des passes où personne n'avait vu qu'il y avait un espace en fait. Ok. Donc la vision périphérique, ça nous permet de voir au coin de nos yeux sans avoir à tourner la tête. Parce que forcément, si je tourne la tête, je donne des indices aux défenseurs. Mais si je tourne pas la tête et que j'ai vu le truc arriver, pam, je vais être beaucoup plus performant. Et au-delà de ça, il y a aussi un aspect santé et sécurité. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'aussi souvent, les commotions ou les chocs, ça pouvait venir de chocs dont on s'attendait pas en fait. Vous savez, quand il y a un plaquage de côté ou un plaquage par derrière, mais si jamais on a une vision périphérique qui est très faible, mais tous les plaquages qui vont arriver là comme ça sur nos côtés, mais à chaque fois on va se dire oh putain, oh là là, d'où c'est qu'il arrive lui. Ok, alors l'idée c'est plutôt de développer sa vision périphérique, c'est-à-dire que quand je suis sur un terrain, ça peut arriver de tous les sens. Donc à moi de développer ma vision périphérique et être en alerte pour voir arriver. Peut-être que je vais pas l'éviter, c'est un certain, mais par contre, je pourrais me préparer mentalement
et physiquement, tu vois, commencer à serrer les dents et à être moins relâche. Il n'y a rien de pire que d'être complètement relâché parce qu'on n'a pas vu le coup arriver. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Au-delà du choc direct à la tête, où là, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Ok, donc ça va être vraiment très très important à développer. Et vous commencez à parler de ça à vos joueurs. Donc là, on arrive à 30 minutes. Je sais que c'est une vidéo qui est vraiment très longue, mais je voulais vraiment poser les principes de base. Ok. Donc, je n'irai pas plus loin sur cette vidéo-là, parce qu'après, il y aura le séminaire numéro 2, il me semble, ou je ne sais plus quel séminaire, mais enfin bon, on développera ça dans un module spécifique, maintenant, sur les phases dynamiques, où on va aller beaucoup plus loin, et on va le faire par phase d'apprentissage. Ok, on va le faire par phase d'apprentissage, les 8, les 10, les 12, les 14, et là, on va pouvoir vraiment rentrer dans le détail. Ok, donc je vous laisse avec, comme d'hab, le petit défi à réaliser, le petit challenge, pour voir ce que vous avez un petit peu retenu de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'ici. Voilà. Et on revient un petit peu sur notre carte, et je pense que maintenant ça vous paraît plus clair. On a vu les règles, avec le jeu au sol, le jeu debout, le jeu en l'air. On a vu, après, les ressources du joueur pour construire nos bases, et pour pouvoir gagner nos duels à travers la technique, la physique, et l'état d'esprit. Voilà. Et à partir de cette carte, normalement, ça doit éveiller chez vous pas mal de choses. Allez, à vous de jouer, et on va passer sur le chapitre suivant, où là, on va faire un focus sur les axes prioritaires sur ces dernières saisons.